Hello et bienvenue dans cette vraie masterclass sur le hook UseEffect en React. Je t'ai préparé du contenu exclusif qui est de base réservé pour les membres payants de mes formations, mais j'ai décidé de tout donner un maximum afin que tu aies tout ce contenu qui puisse vraiment t'aider parce que j'en suis sûr, ça va vraiment te faire le fameux déclic afin de vraiment comprendre ce que tu fais en tant que développeur. Dans cette vidéo, on va faire une masterclass sur le UseEffect. On va voir les 10 points principaux qu'on a juste ici. On va voir l'utilité principale du UseEffect et les erreurs que les gens font avec ce hook, c'est pas possible. Le tableau de dépendance, les différents états avec mount, update, unmount, l'utilité du cleanup, UseEffect plus strict mode et le piège du UseEffect. Cette vidéo s'inscrit dans une série de plusieurs vidéos. La première était sur React DOM et Component et tu peux retrouver en cliquant, en tapant cette URL là dans ta barre de recherche. La deuxième vidéo c'était sur le useState et la troisième vidéo c'est sur le UseEffect, le fetch de données et SWR. D'ailleurs c'est ça que j'ai oublié de mettre là-dedans, c'est qu'en 7 on verra le fetch de données. Quand même, c'est important quand on parle de UseEffect parce que c'est souvent l'erreur que les gens font. Et donc, si t'as pas regardé ces deux vidéos, je t'invite à tout de suite les regarder ou les mettre dans ta playlist. Et pour cette vidéo sur le UseEffect, c'est une vraie masterclass. Je t'ai préparé des dingueries. Donc pose-toi, prends le temps, parce que moi je vais prendre le temps. Tu vois la durée de cette vidéo juste ici, c'est pas mal long. Donc j'ai envie vraiment de prendre le temps avec toi pour masteriser ce hook. Donc je te propose, si t'es chaud comme moi, de prendre un souffle, de mettre mes lunettes pour pas avoir trop mal aux yeux et de pouvoir se mettre au boulot parce que je vais tout expliquer, c'est fantastique. Alors, on va tout de suite se retrouver avec cette application. Tu peux voir que je suis sur Chrome, tu vas comprendre pourquoi. Et ici, on a une application avec un state. Normalement, tu sais ce que c'est un state parce qu'on l'a vu ensemble. Et un bouton qui, lors du clic, incrémente ce state. Bon, ça c'est la base. Maintenant, on va justement commencer par utiliser notre UseEffect. Quelle est l'utilité du UseEffect? La réponse, c'est tout simplement dans le fonctionnement de React qu'il faut aller voir. On a notre code ici qui est du React, avec un arbre de composants comme je l'ai affiché ici. Ce code que je représente ici représente en fait le rendu JSX. Tout ce rendu JSX ici est géré de manière parfaite et incroyablement bien par React. Par contre, des fois, en tant que développeur, on a envie de bypass le React DOM et de ne pas l'utiliser et de passer directement, en fait, au DOM pour potentiellement faire des fetch API, update de nodes, donc les nodes, c'est les éléments ici, window, location, external library ou interagir avec la window, etc., comme je l'ai dit. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un side effect. Pourquoi? Parce que ça, c'est les main effects, si tu veux, tu vois, c'est quand notre code update le JSX, qui update le React DOM, qui update le DOM, alors qu'un side effect, c'est quand notre code update directement le DOM, et tu vois qu'il passe par le side. On voit que ici, c'est un side effect, qui passe par le side. Et donc, ce qu'on veut faire quand on utilise UseEffect, c'est tout simplement un hook qu'on aurait pu appeler useSideEffect, mais pour la simplicité, on l'a appelé UseEffect. Et donc, on a envie de gérer des side effects. Les side effects, c'est tout ce qui ne se passe pas ici. C'est tout ce qui n'utilise pas de useState. C'est tout ce qui sort de ce que React sait faire de base. Donc, pour ça, un des exemples parlants, c'est d'update le title. On va utiliser un UseEffect qui prend en paramètre, ici, une callback function. Donc ici, c'est une fonction. On utilise généralement cette syntaxe-là, même si, évidemment, comme tout en JavaScript, on peut créer ici une callback fn et la séparer, ça fonctionnerait très bien, mais nous, on va utiliser la syntaxe recommandée par la documentation React. Et dans cette callback function, on va update le title. Document.title est égal UseEffect masterclass. Et donc là, tu peux voir que le titre de la page, que tu peux voir juste ici, a bien été modifié, ce qui veut dire que merde, je te montre pas que le titre ici a bien été modifié, mais évidemment ce truc le cache, mais que le titre ici a bien été modifié avec le contenu que j'ai mis juste ici. Donc ça, c'est une des utilités principales, c'est que là, de mon composant, j'ai réussi à update le title. Mais là, tu te dis à quoi ça sert? J'aurais pu aller sur index.html et ici, update le title en mettant ici UseEffect masterclass. Ça aurait fait la même chose. Oui, c'est vrai. Mais ici, on peut faire encore mieux.
Imagine-toi que je veuille afficher la valeur de mon counter juste ici dans mon title. Et ce qui serait plutôt cool. Et bien ici, c'est possible, parce que ce useEffect est exécuté à chaque render. Et c'est pour ça que c'est un side effect génial, c'est parce que on vient faire un side effect tout en étant lié au render de React. Et donc ici, si j'affiche count, et ben tu peux voir que count s'affiche bien dans la console. Donc ça marche. Et donc ce que je pourrais faire ici, c'est ajouter plutôt par exemple notification, entre parenthèses count. Et comme ça, j'affiche le nombre de notifications ici. Et quand je clique, et ben mon composant ici, il est synchronisé avec window.title qu'on a juste ici. Et donc, ce window.title, maintenant, il est synchronisé. Donc ça, c'est la première partie, c'est à quoi sert le useEffect. Il va nous permettre de se synchroniser, de synchroniser notre code React ici avec le render, etc. avec un truc external comme le window.title qui est ici. Maintenant, il y a un truc intéressant, c'est qu'ici, on update le title, mais imagine-toi que j'ai un autre state ici, qui soit mon nom, ici avec name, set name, et que là, j'affiche un input avec class name, j'imagine, input, et qu'à l'intérieur de cet input qu'on ne voit pas parce qu'il faut ajouter aussi input border, voilà, j'imaginais bien. Comme ça, on affiche les deux, et là, j'affiche value est égal à name, et set on change de e qui va sur set name de e.target.value. Comme ça, ici, j'ai mon état. Et donc, ici, mon name, je vais set ça Melvin par défaut, et quand je le modifie, tu peux voir que la méthode ici s'appelle aussi. Et donc là, on va voir la deuxième partie de ce qu'on a dit, le tableau de dépendance. Pour l'instant, notre useEffect s'exécute avec cette syntaxe-là à chaque render. Chaque fois que ce composant est render, ce composant va être, le useEffect va être exécuté. Les cas pour lesquels ce composant pourrait être render, c'est soit que le useState ici a modifié, soit simplement que le parent de app a été render. Et dans ce cas-là, app, à son tour, viendrait render. Or, on n'a pas envie de update notre notification, notre title ici avec notification tout le temps. On a envie de l'update que quand count change, sinon ça sert à rien. Et donc pour ça, on peut ajouter un tableau de dépendance, par exemple ici vide. Mais à ce moment-là, bah, tu vois que maintenant il s'exécute plus, mais quand je clique sur le bouton aussi, il ne s'exécute plus, donc notre titre n'est pas synchronisé. Et donc le but du useEffect avec ce useSideEffect, c'est surtout de la synchronisation. Alors là, je pense que je suis allé chercher mon mot très très loin. Synchronisation, voilà. Le but, ça va être de synchroniser notre effet avec count. Et donc pour ça, tu peux voir qu'ici j'ai une erreur ESLint qu'on va venir lire ensemble. React took useEffect as a missing dependency, count, soit tu l'ajoutes, soit tu l'enlèves. Soit tu l'enlèves d'ici. Et donc ça, c'est ESLint qui vient détecter que, bah, vu que tu utilises count ici, c'est sûrement que tu as envie de synchroniser le count de ton state avec cet élément-là. Et donc, tu dois venir rajouter ce count dans le tableau de dépendance. Et ce tableau de dépendance, il vient rajouter une nouvelle étape à notre useEffect, qui est l'étape de l'update. Et donc maintenant, notre useEffect, quand je clique, tu peux voir qu'il met bien à jour le titre en haut. Parce qu'il vient être synchronisé avec notre count. Et quand count change, lui, il vient s'exécuter. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre que le useEffect, a 3 étapes. Et les composants en général ont 3 étapes. La première, c'est le mount. Dans le mount, il va arriver le render et l'effet. Et ensuite, il y a l'update. Et pour qu'il y ait cette phase d'update, bah, soit il faut ne pas mettre tableau de dépendance, comme on a fait avant, soit il faut mettre un tableau de dépendance avec une variable. Et donc, chaque fois qu'ici la variable va changer, on vient render à nouveau, appeler le cleanup effect, et ensuite exécuter l'effet à nouveau. Et c'est comme ça qu'on s'assure qu'à chaque update, eh bah, mon texte qui est juste ici, qu'on voit jamais quand j'utilise ça, eh bah, soit toujours synchronisé. Je sais pas si on peut... Tu vois, je peux pas le déplacer, ce truc. Ah oui, je peux le déplacer. Donc ici, tu vois que c'est toujours synchronisé. Donc ça, c'est topissime, et c'est un des gros objectifs. Maintenant, on va complexifier un peu notre application. Ici, je vais déplacer tout ça. Je vais déplacer ce count qu'on a juste ici dans une méthode qui s'appellerait const notification count, puisque depuis avant, on parle de notification, comme ça, on reste cohérent avec notre histoire depuis le départ. Je mets ça là, ça je le déplace ici, et mon useEffect, je le déplace ici aussi. Comme ça, on a un autre composant. Mais maintenant, on va dire que ici, on va remplacer ça par checked,
set checked et ici false. Et là, je vais faire un input de type checkbox. Et là, je vais faire input avec non truc qui check. Et donc, maintenant que j'ai remplacé ça par un booléen, je vais afficher mes notifications count uniquement si check est à true. Et sinon, je l'affiche pas. Ça, c'est du rendu conditionnel. Et normalement, si tu as suivi toutes mes vidéos, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1. Je t'invite à la regarder. S'il y a des trucs que tu comprends pas, retourne à la vidéo 1 et regarde-les tous. Aussi, si tu as besoin de pratique, ce que je suis sûr tu as besoin, eh ben, rends-toi sur mlv.sh/react pour avoir des exercices qui vont parfaitement avec les vidéos que je t'ai préparées ici. Dans ces vidéos, tu retrouveras des dessins pour comprendre l'intégralité des choses que je t'explique, de la pratique que tu pourras faire directement sur ma plateforme de formation, des tests, donc des quiz sans limite, et des vidéos courtes de max 10 minutes afin d'apprendre rapidement et efficacement. On se retrouve sur mlv.sh/react. Et sinon, on peut retourner sur notre exercice. Maintenant qu'on a ça, tu vois que quand j'active ma checkbox, si Dieu le veut, évidemment, un on check change, non, c'est parce que je crois que c'est e.target.checked, si je me trompe pas. Hein. Voilà. Et donc là, quand je l'active, ça affiche le counter et sinon, ça le cache. Donc là, on est d'accord que ça marche. Quand j'active, ça affiche, etc. Si on a envie d'être quelqu'un de sympa, on peut rajouter un label comme show notification parce qu'on aime faire les choses bien ici. Donc show notification, on active, on désactive. Et ça affiche le counter qu'on a juste ici. Et maintenant, ce qui se passe, c'est assez bizarre parce que tu vois que cette notification ici, il est à 11. Je le supprime. Et là, le titre, il reste. Alors que mon titre, je voudrais que ça redevienne React YouTube Masterclass. J'ai pas envie de modifier mon titre. Donc là, j'active, ça le modifie. Je l'enlève, ça reste. Et bien là, c'est parce qu'on est en train de faire une erreur. Avec toute synchronisation, il y a désynchronisation, il y a clean-up, il y a nettoyage. À partir du moment où je viens foutre mon bordel chez quelqu'un, j'ai envie que celui-ci nettoie son bordel. Et donc, le use effect, c'est la même chose. Ici, il vient foutre du bordel. Pourquoi est-ce que je dis qu'il fout du bordel? C'est parce qu'on a vu, c'est le React DOM qui gère normalement l'interface. Et là, nous, on vient rajouter du bordel avec notre use effect. Bam, oh, j'ai envie de modifier le title, j'ai envie de rajouter des event listeners. Et bien, chaque fois que tu rajoutes des choses, il faut les clean-up. On nettoie derrière soi. Et avec React, ce concept, il est plus important que jamais. Parce que justement, dans notre phase, eh ben on peut voir que notre composant ici va render en bleu. Ensuite, il y a l'effet. Et ensuite, lors de l'update, on vient render, on vient clean-up le dernier effet qui a été exécuté. Donc, tu vois que je clean-up l'effet ici. Et je viens exécuter un nouvel effet. Et ensuite, ah mais c'est cette flèche-là qui est fausse. C'est ici qu'on clean-up. Attendez, laissez-moi m'occuper de tout ça. Hop là, tchac, tchac, tchac. Comme ça, c'est magnifique. Et responsive, et on voit que ça clean up l'ancien effet. Donc là, le clean-up, il vient nettoyer l'effet de l'ancien update. Donc on pourrait nommer ça l'update 1 et ici l'update 2 avec le count2, count1. Et ensuite, le unmount, quand le composant est supprimé du DOM, ça vient exécuter l'effet. Alors, comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Pour ça, je peux afficher ici une petite log, au moins tu vas voir un peu ce que je dis. Ici, avec une log qui va afficher mount. Et ici, on va afficher du jaune pour le création de useEffect. Donc ici, on va faire useEffect avec count. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet. useEffect de point effect. Et on va dans le cleanup, ici avec le return, venir créer le cleanup. Et donc pour ça, on va appeler ça useEffect cleanup. useEffect cleanup de count. Et donc ici, je vais mettre une majuscule. Donc quand je mets ça, tu vois que ça n'a rien changé. J'ai rajouté juste plein de logs bordéliques dans mon histoire. Et là, tu vas voir que quand j'active mon effet, tu vois qu'on a le mount, suivi du useEffect, effect de 0. Donc ici, c'est ce que je t'ai dit précisément. Lors du render initial, on a le render suivi de l'exécution de l'effet. Donc bleu et jaune. C'est ce que tu peux voir ici. Bleu et jaune. On a le mount et l'effet. Et ensuite, on va faire la phase d'update. La phase d'update, c'est chaque fois que le tableau de dépendance change ou s'il n'y a pas de tableau de dépendance, chaque fois que le component render. Et donc à ce moment-là, ça va faire le render, ça va faire le cleanup de l'effet précédent et ça va exécuter un nouvel effet. On peut voir qu'ici, on a créé un useEffect avec la valeur count égale 0. Quand je clique, ça vient faire le mount, ça vient cleanup de l'effet avec
l'ID 0 avec le count 0. Donc tu vois qu'ici 0, ça clean up l'effet avec 0. Et ça vient créer un nouveau effet, cette fois avec 1. Et si ici, je reclique sur mon counter, et ça refait la même chose. Ça vient mount, ça vient clean up cette fois l'effet avec l'ID 1, donc le dernier qui a été créé, et ça vient créer l'effet 2. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je unmount, c'est-à-dire quand je supprime le composant du DOM? Et ça vient clean up l'effet. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce clean up effect? On pourrait remettre le titre par défaut. Donc là, on pourrait faire original title, comme Orangina, document.title. Et là, lors du cleanup, je vais faire document.title est égal à original title. Donc je reviens mettre le title, ou on pourrait faire default title, ou pref title. Bref, on pourrait l'appeler de plein de manières différentes. Et donc à ce moment-là, quand je fais ça et que je refresh, tu peux voir que là c'est écrit React YouTube Masterclass. Et donc là, je vais faire console.log cleanup avec juste le default title pour bien te rendre compte que c'est juste un. Donc là, le mount use effect 0, je clique mount use effect 0 et tu vois que là, le cleanup s'est rappelé de l'ancien title. Et là, quand ce composant est réexécuté, vu que le use effect cleanup est exécuté avant le prochain effet, le title à ce moment-là, c'est toujours React YouTube Masterclass. Et donc quand je reclique, tu vois que c'est React YouTube Masterclass. Et quand je supprime le composant, tu vois que ça cleanup avec l'ancien title. C'est comme ça que j'ai pu clean up mon effet. Et donc ça, c'est vraiment l'utilité de l'effet, c'est d'exécuter et de toujours nettoyer ce qui se passe afin d'avoir une page et une logique qui soit toujours cohérente. Et donc j'espère que tu as compris à travers cet exemple les 3 phases que je vais répéter. Première phase, mount et exécution de tous les effets. Et donc là, ça va exécuter même un effet qui n'a pas de tableau de dépendance. Si ici, je crée un effet qui a un tableau de dépendance et que je le log ici avec ici effet tableau vide, et que ici, je rajoute un return avec cleanup tableau vide. Ah non, c'est pas totalement ça que je voulais faire. Comme ceci, tu peux voir que ça vient exécuter tous les effets. Ça exécute l'effet avec le 0 et ça vient exécuter l'effet avec le tableau vide. Comme ça, j'espère que tu as vu. Donc là, ça vient exécuter l'effet avec 0 et ça vient exécuter l'effet avec le tableau vide. Là, lors de l'update, par contre, ça va que exécuter l'effet avec le count et ça vient pas exécuter l'effet avec le tableau vide. Par contre, lors du unmount, ça vient clean up tous les effets, comme tu peux le voir ici. Et c'est comme ça que le use effect fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme vrai cas concret de ce genre d'utilisation? On va venir retourner dans notre tableau ici, supprimer notre histoire de notification, ça c'était du passé. Maintenant, on passe à la cour des grands, avec notamment l'affichage de la position actuelle de la souris. C'est un bon exercice. Mouse position, set mouse position est égal à useState ici, avec x pour l'instant on va mettre 0 et y 0. Donc on a créé un nouveau state et maintenant on va vouloir créer un nouveau useEffect. Et ce useEffect, on va vouloir ajouter un onMouseMove qui va être une méthode qui va prendre un event. Et ici, on va pouvoir faire setMousePosition de x event.clientX et y event.clientY. Normalement, je me trompe pas, mais je suis jamais sûr de moi. Je sais jamais, je fais ça par automatisme à force de l'avoir fait 2000 fois, mais c'est tout. Donc là, on vient ajouter un event listener onMouseMove, comme ceci. onMouseMove, et on va juste faire ça pour l'instant avec ceci. Et donc, document.addEventListener. Ah, j'ai oublié d'ajouter le mouse move, comme ceci. Et donc là, tu peux voir que si j'affiche la mouse position ici, on va afficher comme ceci un petit prêt avec x mouse position, ou sinon je vais juste faire json.stringify de mouse position nul 2, comme ça on va voir qu'il y a l'objet ici qui va s'afficher. Et là tu vois que quand je bouge ma souris, ça fonctionne déjà. Le problème qu'on a avec ce useEffect juste ici, c'est qu'on n'a pas eu d'état. Ce qu'on va faire juste pour ajouter quelque chose, c'est qu'ici, je vais rajouter if checked return. Par exemple, on a envie d'activer le onMouseMouse uniquement si le checkbox est activé. Donc ici, je vais faire enable onMouseMouse. Là, je vais ajouter ça. Et là, je vais console.log event trigger, comme ceci. Donc là, tu vois que l'event est trigger. Et quand je vais activer
l'event, il est toujours trigger. Et quand je vais désactiver, l'event, il est toujours trigger. Mais tu vois que ça commence à être exponentiel. Maintenant, chaque fois que je bouge d'un, ça augmente de 7 events. Parce que chaque fois que ici, je viens faire ça, ici, je vais faire console.log add event listener. Chaque fois que je change cet élément ici, je rajoute un event. Regarde, là tu vois que j'ai ajouté l'event listener. Là, je désactive et je réactive. J'ai réajouté des event listeners, donc j'ajoute des event listeners à l'infini. Le pire, c'est si ici j'ajoute mouse position dans les tableaux de dépendance. Et là, tu vas voir la mort, ce qui va se passer. Tu vois que là, on va faire ça comme ça. Tu vois que là, on se retrouve avec des dizaines de milliers d'events qui se sont produits. Parce qu'on fait que d'ajouter des events sans jamais les supprimer. Donc ce qu'il faut faire, c'est de venir clean up. Encore une fois, document.remove event listener de mouse move avec onMouse move. Et donc à ce moment-là, eh ben certes, j'ajoute l'event listener, console.log add event listener, mais je le supprime aussi. Et vu que je le supprime, ça fait qu'il n'y a jamais trop d'event listener. Tu vois que là, ça marche. Là, quand j'active, ça remove l'event listener, ça en rajoute un. Et là, ça remove et ça en rajoute un. Et là, ça remove et ça en ajoute un. Comme ça, il n'y en a toujours qu'un seul d'actif. Et c'est pour ça que c'est vraiment super important d'ajouter des cleanups. C'est un exemple tout simple comme celui-ci. Tu te dis, bah oui, faut clean up ces event listeners pour pas en avoir des milliers qui nous écoutent. Mais encore mieux, le check ici, je l'ai mis dans le if. Le mieux, ce serait de le mettre là. Si c'est pas check, pardon, si c'est pas activé, eh bah, je return directement. Et donc là, c'est encore plus magique. Tu vois que ici, il n'y a rien qui se passe. Quand j'active, ça vient ajouter l'event listener. Et donc là, ça traque la position de ma souris. Tu peux voir que ici, tu vois, je suis en 0,0. Ici, je suis en 500. Ici, je vais être en 0,400. Ici, voilà. Donc ça fonctionne bien. Là, je désactive. Et maintenant, ça a juste supprimé l'event listener. Parce que ça va commencer par cleanup. Donc ça supprime l'event listener. Ensuite, ça exécute les faits. Mais vu que je return dès la première ligne, eh bah, ça fait juste rien. Et quand je vais réactiver, bah, ça va clean up. Mais vu que là, j'ai pas retourné de clean up, il se passe rien. Et donc, ça va exécuter les faits, mais cette fois check et à false. Et donc, ça va juste ajouter event listener. Et donc, ça, c'est un bon exemple de comment créer des event listeners de manière assez cool. Maintenant, il y a un piège intéressant qu'on pourrait avoir. C'est qu'imagine-toi qu'à la place de ça, on va dire que j'ai envie de compter le nombre de clics. OK. Et que ici, j'ai envie de compter le nombre de clics, 7 clics. Et du coup, ici, il faut que j'incrémente les clics, qui vont être par défaut ici à 0, tchac, 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 0. Donc là, évidemment, il est pas content parce qu'il y a plein de méthodes qui sont pas définies, mais si je les définis, il va être content, et donc là, il y a 0. Et donc maintenant, si j'active, évidemment, je suis pas très doué parce que 7 clics, de clic plus 1. Et donc là, tu vois que je dois ajouter clic en dépendance là. Et donc maintenant, chaque fois que, là il se passe rien, mais quand j'active, chaque fois que je clique, ça fait que d'ajouter l'event listener, le supprimer et d'augmenter mon clic. Pourquoi est-ce que ça se produit? Parce que ce set clic ici, il va venir mettre à jour le clic. Cette mise à jour va venir relancer mon event et c'est bien normal parce que si je mets pas ceci dans mon tableau de dépendance, et ben quand je clique, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce que la valeur de mon clic est toujours la même. Chaque fois que je clique, ici, je vais te montrer. Donc chaque fois que je clique ici, et ben c'est toujours clic 1. Donc 1 plus 1, ça fait toujours 1, etc. Et donc je suis obligé de mettre à jour mon tableau de dépendance, mais à ce moment-là, et ben chaque fois que je clique, ça supprime l'event listener, ça en rajoute un. Ça supprime l'event listener, ça en rajoute un. Et c'est quand même lourd. Et donc ça, c'est un bon exemple de pourquoi la syntaxe current qui va sur current de plus 1 est utile. Parce qu'avec current, on s'assure ici qu'on a toujours la dernière valeur disponible, qu'on a toujours la valeur la plus actuelle. Et donc là, ça fonctionne comme avant, sauf que je peux supprimer mon clic ici, et que quand j'active, et ben maintenant, j'ai arrêté d'ajouter plein d'event listeners. Et donc, c'est un super cas concret pour se rendre compte de l'utilité de cette syntaxe ici, qu'on utilise assez souvent dans ce genre de cas précis. Et dans plein d'autres, évidemment. Maintenant, il y a parfois des cas où tu vas pas te rendre compte de ces erreurs. Et c'est pour ça que, par défaut, React propose un strict mode. Ici, que normalement, si je me trompe pas, dans main, j'ai désactivé le strict mode. Mais je peux le réimporter juste ici pour se rendre compte que quand on a ce strict mode et que je refresh, tu peux voir que si ici je console log useEffects
useEffectRun, tu peux voir qu'il s'exécute 2 fois. En fait, pour réussir à te rendre compte de tes erreurs, le useEffect va s'exécuter 2 fois, ce qui va te permettre de voir certains problèmes. Par exemple, une des erreurs que les personnes rencontrent assez souvent, c'est imagine-toi que je veuille fetch. Donc ici, je vais faire JSON API, c'est pas ça, JSON API test placeholder, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, JSON placeholder, fetch wait API. Et donc ici, par exemple, on va faire ce fetch pour venir récupérer des to-do. Donc, je vais faire useEffect, je vais faire le fetch, avec ici un fetch, un point .den, qui vient log la valeur comme je le fais juste ici, et je vais ajouter un tableau de dépendance, évidemment, qui va être vide, et là, je vais faire const fetch to do, set fetch to do est égal à useState, par défaut qui va être à nul, et là, lors du point .den, je viens faire un set fetch to do de ici JSON, et là, je viens réafficher ce fetch to do qu'on va afficher là. On commence à avoir une app un peu bordélique, mais ne t'inquiète pas. Fetch to do comme ceci. Et donc, tu peux voir qu'ici, quand je refresh, on a ce useEffect qui est exécuté, mais ce qui est bizarre, c'est que si je vais dans Network, juste ici, je refresh, et que j'affiche les fetch XHR, tu peux voir que j'ai pas un call API, mais que j'en ai 2. Et ça, c'est une erreur qu'à l'époque j'avais. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai 2 call API? Quel est le démon qui a décidé de me piéger et de me faire plusieurs call API? Et bien la raison, c'est que React, il a envie de te rendre attentif aux erreurs que tu peux faire. Et une erreur que tu pourrais faire ici, c'est d'oublier de clean up. Presque 100% des cas, presque 100% des moments où tu vas avoir besoin d'utiliser le useEffect, tu vas devoir clean up quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut clean up quand tu fetch des données? Eh bien, généralement, on va vouloir annuler cet effet. On va vouloir annuler le fetch. Pour ça, on peut créer par exemple un abort controller, new abort controller, comme ceci, abort controller. Ici, on va pouvoir passer en paramètre ce qu'on appelle le signal, avec abort controller.signal, et on va pouvoir clean up ce signal juste ici, avec abortController.abort. Et donc à ce moment-là, quand je refresh, tu peux voir que le premier call, il vient être cancel parce que le travail du abortController va être de venir arrêter la request, va devenir cancel la request afin de ne pas faire un fetch inutile. Et donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Évidemment, on va supprimer l'ancien code, on va supprimer ça, et on va supprimer ça. Juste, on va laisser le checked comme ceci. Parce qu'un autre exemple de truc cool, c'est imagine-toi qu'ici, je fais if checked, je return, tu vois, comme ceci. Si c'est pas check, je return. Et bah, tu te dis, dans le cas où ici, je refresh et que j'active et je désactive, et bah, j'ai envie de cancel presque toutes mes requests. J'ai oublié d'ajouter le tableau de dépendance. Oubliez jamais d'ajouter le tableau de dépendance. Tu vois que si j'active et je désactive, bon, je crois que la request va tellement vite, mais si je me mets ici en phase 3G, tu vas voir que si j'active et je désactive, bah, ça vient cancel la request avant même qu'elle soit faite. Et ça, c'est magique parce qu'on n'a pas envie de faire des fetch inutiles. Donc ça, c'est l'utilité du strict mode. Ça vient ajouter quelques règles, comme ça, le fait de render les components 2 fois, le fait de render les effets 2 fois, parce que tu vois que si ici, j'affiche un console.log render et que je viens ici refresh, tu peux voir que le component, évidemment, je vais désactiver ce slow 3G, tu peux voir qu'il est render 2 fois. Et donc, ça te permet de voir s'il y a des problèmes, s'il y a des incohérences dans ton code et si tu oublies de clean up. Le clean up, c'est essentiel et j'espère que dans cette longue vidéo, on a compris précisément en quoi est-ce qu'il fallait toujours clean up ou en tout cas chercher qu'est-ce qu'il faut clean up. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce plan de masterclass? On a vu l'utilité, on a vu le tableau de dépendance et les différents états, l'utilité du cleanup, le strict mode et un peu du fetch de données. Mais le fetch de données, vu que ça va prendre un peu de temps, je préfère prendre notre temps pour le faire. Il y a un petit piège qu'il faut que je te montre avant de faire ça. C'est, imagine-toi que tu crées un petit composant ou que tu crées ici un petit composant qui vient permettre de changer ce checked, comme ceci. Donc on va venir déplacer ce check, on va venir créer un check component qui va venir return tout ça, et on va déplacer ce checked ici. Et bon, on va dire que tu respectes pas très bien les bonnes pratiques de React. Pourquoi pas?
Et on a envie de venir remonter l'information de ce check. Et on peut désactiver le check de deux manières différentes. Ah oui, quand même, parce qu'on est des gens sympas. On a non seulement la checkbox, mais on a aussi, check, un bouton, ici, class name btn primary, qui permet de disable uniquement. Ok, donc celui-là, c'est un bouton spécial. Tout ce qu'il fait, c'est faire set check false. C'est vraiment le force disable. Donc ici, je vais afficher le check component. Et en fait, on a envie de remonter cet état. Alors, la bonne pratique pour remonter cet état, ce serait tout simplement de le mettre ici. Mais imagine-toi que on n'est pas très doué. Et pour X ou Y circonstances, tu as besoin de le dupliquer. Donc là, tu dupliques le state et donc tu as envie de synchroniser le state. Et pour synchroniser le state, tu fais on check change. Et ici, on va faire fonction onCheckChange, comme ceci, est égal à une méthode qui vient faire setChecked. Comme ça, on vient synchroniser ceci. Et donc là, tu peux voir que je peux soit activer là, disable avec mon bouton, qui vient faire setChecked false si ça veut bien, évidemment. Parce que depuis le début, il faut afficher checked ici, je suis vraiment pas doué. Ok, donc là, ça vient le disable, par exemple, quand on clique sur le bouton. Et donc, tu as envie de te dire, comment est-ce que je préviens le component du dessus qu'il y a mon state qui a changé? Et donc là, tu pourrais te dire, je vais utiliser le useEffect, avec comme tableau de dépendance checked, et je vais appeler onCheckChange de checked. Et comme ça, je viens informer le composant du dessus, avec mes deux méthodes juste ici, que celui-ci a été modifié. Et donc là, quand j'active, tu peux voir que maintenant, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que ici, on est en train de faire l'étape en deux fois, tu vas voir ici. Si là, j'affiche un console.log render, comme ceci, tu vas voir que ici, quand j'active, ça vient render, pas une fois, mais ça vient render presque 6 fois. Bon, ça, c'est à cause de notre useEffect qui est ici, qu'on va venir dégager, parce que de toute façon, il sert à rien pour l'instant. Mais quand j'active, ici, il render 2 fois, plus 2 fois. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ces 3 étapes. Première étape, render 1. Ici, le render initial, ça va être parce que ce state a changé. Donc ici, on va faire un render parce que checked a changé. Ensuite, ce useEffect va être afté. Donc ici, si je fais console.log, useEffect call. Parce que tu te rappelles, normalement juste ici, que le useEffect s'appelle après le render. Donc on va render, puis on va appeler le useEffect qui va venir appeler cette méthode. Cette méthode, elle va appeler le setChecked qui va venir modifier ce state ici. La modification de ce state va provoquer un nouveau render qu'on a juste ici. Et donc là, ce qu'on devrait voir, c'est 2 fois render à cause du strict mode. Ensuite, une fois useEffect call ici. Et ensuite, 2 autres fois le render ici. Et donc je vais te le montrer. Quand je clique ici, ça fait render, useEffect call, render. Et donc s'il y a 2 renders, c'est à cause du strict mode. Pourquoi est-ce qu'on le fait en 2 fois? C'est parce que le useEffect s'exécute après. Alors que ici, ce qu'on fait, c'est un truc qui n'a pas besoin de clean-up, c'est un truc qui n'a pas besoin de synchronisation. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un fire effect. Et donc ici, je pourrais faire handle check change, qui va faire new check, et qui va faire set checked new check, et qui va faire unchecked change new check, comme ceci. Et comme ça, à la place de ça, je peux appeler handleCheckChange, et ici handleCheckChange. Et maintenant, tu vois que j'ai modifié mon code. Au lieu d'utiliser un useEffect, j'utilise ce qu'on appelle un fire effect ou un fire event. Je viens fire mon événement et après forget about it, donc l'oublier totalement. Et donc là, quand je viens activer, tu vois que ça fait juste render. Et donc cette fois, on n'a pas fait 4 renders. On vient pas render check component, render app, puis donc re-render celui-là. Et donc c'est pour ça qu'en règle générale, il y a 2 types d'effets. Soit tu fais des fire events, et donc là c'est ce que j'ai vu, fire events, et ça va être des events que tu vas fire qu'une seule fois, tu vas venir créer un événement. Et donc ça, typiquement, quand tu n'as pas besoin de synchroniser, tu vas préférer ceci. Soit tu vas utiliser le useEffect, mais à ce moment-là, tu vas synchroniser ton composant avec un truc externe. Bon, alors ici, je mets un autre component, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Et donc, il y a la différence entre fire un event d'un coup ou synchroniser
Donc ici, on va plutôt mettre ça en bleu. Le use effect, ça me fait souvent penser au bleu. Et donc ici, tu vas synchroniser. Alors du coup, il y a en 2 étapes. C'est que tu vas venir synchroniser et clean up. Donc ici, on vient synchroniser et clean up. Et donc en règle générale, si tu peux, c'est beaucoup mieux de faire ce qu'on appelle des fire events et de venir exécuter du code, oulala, c'est n'importe quoi, et de venir exécuter du code dans une fonction comme ça que utiliser un use effect pour écouter la modification d'un élément, bla 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 bla. Donc on va préférer ceci. Ça, c'était pour le piège qu'il fallait à tout prix que je te parle parce que beaucoup de gens tombent sur cette utilité du use effect qui est vraiment une mauvaise utilité et donc on a vu ce piège. La dernière étape qu'on doit voir, c'est le fetch de données. Et donc pour ça, on va supprimer tout ce qu'on a fait depuis le départ, on va afficher ça. Le truc, c'est que on va importer le use effect, sinon use effect is not defined, blablabla. Bla bla. On va supprimer le checked, on va supprimer ça, on va supprimer ça. Donc là, on a déjà un bon effet, sauf qu'on aimerait bien un état de chargement, parce que quand je me mets en phase 3G ici et que je refresh, tu peux voir que c'est lent et que le chargement, le fetch, il prend un petit peu de temps, etc. Pour faire ce chargement, on va rajouter un state ici. Is loading, set is loading. Use state de false. Ensuite, quand le use effect est appelé, on va faire true. Et ensuite, quand on return, on va plutôt le commencer à true parce que on sait que ça commence. Et ensuite, quand c'est terminé ici, dans un point finally, on va faire set is loading de false. Et comme ça, ici, on peut faire un petit loader de Daisy UI. Ça, c'est bien le seul truc où ils sont vraiment très doués. C'est dans les loaders. J'aime bien leur petit loader. Tchac, tchac, tchac. Comme ça, on va pouvoir faire is loading. Si c'est en train de charger, j'affiche mon petit composant. Et uniquement si j'ai la réponse, je l'affiche. Et comme ça, quand je fais ça, hop, ça charge. Et après, ça nous affiche le résultat. Et après, il faudrait gérer un state d'error. Et après, d'ailleurs, ici, on va appeler ça data et set data. Comme ça, tu comprendras tout après. Après, il faudra gérer un state d'error. Il faudra gérer le cache, etc., etc. C'est pour ça qu'en règle générale, malgré toutes les vidéos qui disent ça et toutes les vidéos qui vous montrent comment faire ce code que je viens d'écrire qui est totalement diabolique, déjà que tu vas devoir le faire 100 000 fois, etc. Donc ce code-là est à interdire, à bannir totalement. Mais encore mieux, je te conseille de toujours utiliser une librairie. Donc SWR, c'est la librairie la plus simple à utiliser parce qu'elle est très minimaliste, contrairement à TanStack Query, qui est aussi super et que personnellement j'utilise celle-là. Mais, comment dire, cette documentation-là est un peu plus compliquée. C'est pour ça que tu peux faire SWR. Et donc dans le Get Started, il nous suffit d'installer PNPM ou npm add SWR. Si tu n'utilises pas encore PNPM, je te conseille de le faire, évidemment. Dès que tu l'as fait, tu vas devoir prendre un petit bout de code qui s'appelle un fetcher, qui va juste être le truc qui permet de fetch les datas, et tu peux en utiliser plein de différents. Et ensuite, on va faire use SWR ici avec notre fetcher. Et donc là, je vais faire use SWR, et l'URL, c'est ça, comme ceci. Et là, on se retrouve avec data et isLoading. Donc je peux supprimer ça. Je peux évidemment importer SWR de... évidemment, j'ai pas l'import, donc on va copier l'import parce que des fois, React a du mal à me faire les bons imports. Mais pourquoi j'ai que copié la moitié de cette phrase? C'est pas possible. Ok, on fait l'import et on supprime ce useEffect qui est devenu maintenant inutile. Et je supprime le terminal. Et donc là, on a le même résultat qu'avant. Sauf que j'ai coupé mon serveur, donc on ne peut pas le voir. Mais si je le relance, on a le même résultat qu'avant. Le loader qui va s'afficher, on t'en voulu, parce que je suis en fast 3G, donc tu comprends que c'est lent. Ouais, ça, c'est le premier chargement. En plus, il est super long. Voilà. Et donc ici, quand je refresh... Ah, j'ai pas mis to do /1. Et j'ai mis un slash au départ, évidemment, il aime pas trop ça. Et donc là, tu vois qu'on a le résultat avec le state de loader. Si je me mets en phase 3G, tu vas voir que ça charge le site, et dès que ça a fini de charger le site, ça affiche le loader. Donc en 3 lignes de code, on a fait ce qu'on faisait avant en 15 lignes. Et donc le fetch de données, c'est vraiment un truc où il faut pas hésiter à utiliser une librairie, même si ton application, elle fait 1 mégabyte, je m'en fous de la taille qu'elle fait ton application, tu n'utilises pas fetch pour faire de la fetch de données. SWR, c'est une lib qui fait, qui est pas super petite non plus. Putain, c'est quoi leur mise à jour là? Ils ont dit que mes stats, SWR, elle fait ici 10 ou 4,5 mégabytes, alors que si on regarde TanStack React
ta stack query est quand même un peu plus grand, donc c'est pour ça que celle-là, elle fait quand même un peu plus de légèreté. Donc, tu vois que là, en quelques lignes, ça fonctionne. Et en plus, j'ai le state d'error. Donc, dans le cas où il y a une erreur, ici, je peux afficher un petit, comme ça, error et p de point error, sinon nul. Et dans le cas où, par hasard, eh ben, j'utilisais une fausse URL, comme ça, on aurait évidemment, normalement, un state d'error. On va faire en no throwing. Et donc là, tu vois qu'il y a une erreur qu'on a juste ici, sauf que l'erreur ne peut pas être affichée. C'est error.message qu'il faut utiliser. Et donc là, tu vois qu'on a une erreur, comme tu peux le voir juste ici, qu'on peut récupérer. Donc en 3 lignes, tu fais ce qu'on faisait avant en 10 lignes, et encore, on ne gérait pas le state d'error. Et encore, un des avantages de SWR en fetch en React, et donc je me devais de te présenter tout ça, c'est que bon, il est petit, il gère le suspense, la pagination, TypeScript, et il a du caching. Donc le concept de cache, c'est ici qu'il va avoir un global cache qui sauvegarde les données entre tes composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait que si je fais un component ici qui va s'appeler fetch user et qui va contenir à peu près l'intégralité de ce qu'on a fait juste ici, dans le fetch user, et qu'à l'intérieur de app, ici, je return une div qui fait class name flex, flexcall, gap2, qu'ici, j'affiche un hr que je fais fetch user comme ceci. Tu peux voir que là, on a 2 erreurs. Si évidemment, j'enlève le slash au début, on va avoir 2 fetch. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je refresh la page et qu'on regarde dans Network, il n'y a qu'un seul fetch qui se fait. Alors même que j'appelle 2 composants. S'il y a ça qui se produit, c'est parce que useSWR utilise une sorte de cache, pas global, mais une globale à ton application, qui va venir utiliser l'URL qui est ici pour gérer le cache en fonction de la donnée. Ce qui va permettre aussi de pouvoir cache toutes les différentes pages. Donc pour toutes ces raisons, c'est important pour toi que tu utilises tout ça. Et d'ailleurs, pour toutes ces raisons et bien plus, c'est encore plus important que tu ailles pratiquer dès maintenant sur mlv.sh/react pour t'inscrire à mon cours. Ça va être de la pratique sur Begin React, la théorie c'est bien, la pratique c'est encore mieux. Profite de plusieurs exercices sur ma plateforme Codeline. C'est juste formidable la qualité et la rapidité à laquelle tu apprends si tu pratiques. Et si tu as déjà rejoint ces cours, je t'invite à regarder la prochaine vidéo de cette série sur React, cette série masterclass qui dure très longtemps. Mais j'espère vraiment que cette vidéo t'a tout appris. Si c'est le cas, si ça t'a aidé, ne serait-ce qu'un petit peu, mets un commentaire, partage cette vidéo. Et juste le fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici fait déjà de toi une star, une personne motivée, une personne déterminée. Et je tiens à te féliciter pour ça. Donc bravo, continue comme ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!